Caroline Roux est son invitée pour les 4 vérités. Bonjour Caroline. Bonjour. Aujourd'hui, vous recevez Benjamin Griveaux. Oui, alors Benjamin Griveaux, il a choisi les 4 vérités pour faire sa rentrée politique. Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances a une mission. Vous savez quoi? Faire de la pédagogie, expliquer l'action du gouvernement. Et vous l'avez compris, il y a plutôt urgence. Bonjour Benjamin Griveaux. Bonjour Caroline. Alors on va parler de cet été compliqué, de l'impopularité, mais d'abord un message ce matin à la une du Parisien, puisque vous le savez bien, puisque vous y rendrez, ce sont les universités d'été du MEDEF qui débutent, et ce message de Pierre Gattaz qui vous dit « Ne lâchez rien ». Vous lui répondez quoi? C'est pas prévu? C'est pas prévu, et la transformation que les Français ont appelée de leur vœu par leur vote, à la fois dans le cadre de l'élection présidentielle et des élections législatives, cette transformation a été engagée dès les premières semaines à l'Assemblée nationale par le gouvernement et elle sera poursuivie. C'est le sens du séminaire gouvernemental de rentrée qui s'est tenu hier. C'est le sens des réformes qui ont été engagées et puis de celles qui vont venir dans les semaines et dans les mois à venir et qui ont été hier présentées par le Premier ministre. Mais on le sent bien que le patron des patrons, comme on dit, il a une crainte. Il a une crainte, celle que vous n'alliez pas jusqu'au bout des réformes, avec notamment la présentation des ordonnances jeudi sur la réforme de la loi travail. La réponse, c'est on transformera réellement le pays. Cette réforme-là, elle ira jusqu'au bout. Vous sentez bien cette crainte d'une partie de votre électorat qui se dit ouh là là, ils sont impopulaires. Est-ce qu'ils vont les faire, les réformes, vraiment? Je ne crois pas que l'électorat d'Emmanuel Macron se résume au MEDEF. Loin de là. On nous a confié la mission de transformer en profondeur le modèle économique et le modèle social français, qui produit depuis 30 ans un chômage de masse inégalé, des inégalités, et puis une incapacité à passer d'une économie de rattrapage qu'on a héritée de l'après-guerre à une économie de la compétence et de l'innovation. Et donc, si votre question est-ce qu'on va aller jusqu'au bout pour transformer et respecter le mandat que nous ont confié les Français, la réponse est très clairement oui. Sur la question du travail, sur la question de l'école, sur la question du logement, sur la question de la transformation de notre modèle économique, nous engagerons la totalité des transformations pour lesquelles nous avons reçu mandat. Vous ne prendrez pas le risque de décevoir les patrons? Nous ne prendrons pas le risque de décevoir ni les patrons, ni les salariés, ni les étudiants, ni les parents inquiets de cette rentrée scolaire. Personne. Pour une raison simple, c'est que nous venons ici avec un sentiment assez évident de réconciliation, de volonté de réconcilier les gens. Il faut arrêter d'opposer les patrons aux salariés, les riches aux pauvres, le capital et le travail. À force d'opposer les uns aux autres, on n'a ni le capital en France, avec des problèmes de financement de notre économie, ni le travail, avec 3,5 millions de chômeurs. Il y a juste une réalité. Et donc, il faut poursuivre ce travail de réconciliation et de transformation. C'est la mission qui nous a été confiée. Votre mission, par exemple, d'ici, très concrètement, d'ici à jeudi, c'est de réconcilier Pierre Gattaz et M. Martinez. Vous pensez que c'est possible? Écoutez, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais en même temps, nous avons su démontrer dans l'année qui vient de s'écouler que manifestement on pouvait faire bouger les lignes, que ce qui était gravé dans le marbre comme le clivage gauche-droite de la politique française manifestement pouvait subir quelques assauts et ne pas y résister. Et donc faites-nous confiance pour faire bouger ces lignes-là. Est-ce qu'il faut accepter l'impopularité quand on veut transformer le pays? Écoutez, il faut d'abord ne pas gouverner avec les yeux rivés sur les sondages parce que je crains que ceux qui ont fait ça depuis 30 ans n'aient finalement choisi l'immobilisme plutôt que le mouvement. Nous serons jugés à l'issue d'un quinquennat. Et finalement, notre baromètre, ce qui doit être le meilleur indicateur de la réussite qui sera la nôtre, c'est de se dire est-ce que les parents, à la fin de ce quinquennat, se diront que l'avenir de leurs enfants sera meilleur que le leur. C'est la première fois en un siècle en France qu'on a des parents qui pensent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. À nous, l'objectif, c'est de renverser cette tendance-là. Alors en général, on dit qu'il ne faut pas gouverner en regardant les sondages quand ils ne sont pas bons. Est-ce que cette forte chute de popularité, c'est une sanction? Et ça sanctionne quoi? Est-ce qu'il faut en tirer des leçons? Ou est-ce que vous dites, allez, peu importe en gros ce que ressentent dans cette rentrée les Français, on se donne rendez-vous dans 5 ans, sincèrement? Après 30 ans d'inaction, que les Français soient impatients de voir des résultats, ça paraît logique. Et les résultats, ils arriveront. Nous serons jugés sur les résultats qui seront ceux des réformes qui ont été engagées, que ce soit sur le Code du travail et sur les différentes transformations qui seront mises en œuvre. Vous dites de l'impatience, c'est de l'impatience selon vous, ce qu'on a vu dans les sondages, c'est pas de la colère. Mais c'est de l'impatience. C'est pas de la déception. Mais ils ont raison, les Français, d'être impatients.
quand vous avez 3,5 millions de chômeurs, quand vous avez 3 à 4 fois moins d'entreprises de taille intermédiaire en France qu'en Allemagne, qu'en Italie, qu'en Grande-Bretagne, quand vous avez un système scolaire qui reproduit les inégalités de départ depuis toujours, et ça fait 30 ans qu'on considère qu'il faut donner la même condition d'enseignement que vous soyez à Trappes ou à Henri IV. Évidemment que ça crée de la colère et que ça crée de l'impatience. Et donc, il y a une exigence d'aller rapidement. On a voté 6 lois en 7 semaines pour cette majorité dont beaucoup ont dit qu'elle était amateur, pas suffisamment expérimentée, etc. Ben voilà, vous avez d'un côté les procéduriers de l'immobilisme, ça c'est l'opposition, qui n'a rien proposé de l'été, et de l'autre, une majorité qui a voté 6 textes en 7 semaines. Et ça permet d'avancer. Un cas concret, une réforme qui, on le sent, politiquement est difficile à manier, la réforme de l'ISF. On pourrait aussi parler de la flat tax qui sont dans le projet d'Emmanuel Macron. Depuis quelques jours, on entend une partie de l'opposition dire de toute façon, ce gouvernement, c'est le gouvernement des riches. 4,5 milliards d'efforts budgétaires pour baisser la fiscalité des plus aisés en France. C'est compliqué de faire de la pédagogie sur ce sujet ? Ça n'est pas compliqué d'expliquer que l'ISF, vous avez 2 parties dans l'ISF. Vous avez la partie dite improductive. Et celle-là, nous n'y toucherons pas. C'est l'immobilier. Et donc, les personnes qui ont fait le choix de placer leur patrimoine dans l'immobilier, avec des résidences secondaires, parfois plusieurs résidences, eh bien ceux-là conserveront cette partie de l'ISF parce que ça n'est pas du capital productif. En revanche, quand vous avez des capitaux réinvestis dans l'économie française qui bénéficient à nos PME, à nos entreprises, c'est pas des cadeaux aux plus riches, c'est ça que vous nous expliquez. Qui créent de l'activité, qui créent de l'emploi, ça n'est pas des cadeaux aux plus riches. Et pour, à nouveau, ce que je vous disais en début, il ne faut pas opposer le capital et le travail. Moi, je ne sais pas avoir une croissance économique soutenable, durable et solide sans le capital. Et donc, un banquier à Londres, il est aussi bon pour l'économie française qu'un commerçant qui tient un commerce de centre-ville dans une petite ville de l'Aveyron. Elle passera cette réforme, elle est difficile à défendre. Avec ses oppositions. Est-ce qu'elle est difficile à défendre, cette réforme ? Elle n'est pas difficile à Bercy, parce que, par exemple, et au sein de votre majorité ? Ni à Bercy, ni au sein de la majorité, elle ne sera difficile à défendre parce qu'elle va dans le bon sens. Le capital, il doit être employé au service du travail. Est-ce que vous avez trouvé votre place à Bercy ? C'est pas compliqué ? Écoutez, c'est pas compliqué. D'abord parce que, vous savez, nous sommes aujourd'hui 3 ministres à Bercy. C'était la question. Bercy a connu jusqu'à 3 à 4 ministres et 3 ou 4 secrétaires d'État, donc il y a du travail pour tout le monde. Et puis, moi, je forme un duo, en particulier avec Bruno Le Maire. On se partage la totalité des dossiers. Vous faites ce qu'il ne veut pas faire ? Non, ça n'est pas vrai. Je sais que ça a été souvent dit. Ben voilà. Je vous le dis. Prenons 2 exemples très concrets. Sur les questions industrielles, il a traité le cas de GMS, parce que GMS était déjà sur la table du ministre lorsqu'il a été nommé 1 mois avant moi. J'ai pris, moi, la responsabilité sur le dossier Team à Dunkerque. On a sauvé 446 emplois. Il est allé à New York pour l'attractivité financière de la place de Paris. Je serai à Londres dans 10 jours pour aller convaincre des grandes banques anglo-saxonnes de venir s'installer à Paris. Jusqu'ici, tout va bien. Merci beaucoup, Benjamin Griveaux. À vous. C'est à vous, Laurent. Merci Caroline et bonne journée à tous les deux.